tu veux. Bonjour à tous. 58 ans après son indépendance, le moins qu'on puisse dire est que le chantier demeure tout entier au Bénin sur le plan du développement économique. Malgré une légendaire stabilité politique renforcée en 1990 par l'avènement d'un système démocratique, le renouveau économique tant espéré se fait toujours désirer. En attendant, le taux de pauvreté est estimé à plus de 40% en dépit d'un taux de croissance modéré depuis 2 décennies, entre 4 et 5% par an. Dans le même temps, le sous-emploi grimpe à 72% de la population active et la balance commerciale demeure déficitaire à 190 milliards de francs CFA. Si aujourd'hui, d'aucuns continuent d'accuser l'ancienne métropole d'être à la source de ces difficultés, d'autres par contre veulent bien voir à travers ces contre-performances les résultats des mauvais choix économiques opérés depuis 1960. Mais quels sont les modèles de développement adoptés durant cette période? Pourquoi ont-ils échoué? Et quels sont les meilleurs choix qui s'offrent pour l'avenir? Eh bien, place au débat. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau le professeur Simon Narcisse Tometi. Bonjour. Bonjour. Géographe institutionnaliste, vous êtes également territorialiste du développement. Bienvenue. Merci. J'accueille également sur ce plateau Dieudonné Ao. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Enseignant-chercheur au département d'histoire de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Vous êtes également spécialiste de l'histoire économique et sociale. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, monsieur le journaliste. Je me tourne vers le professeur Simon Narcisse Tometi. 58 ans d'indépendance, 58 ans de laborieuse marche vers un développement économique au Bénin. Aujourd'hui, où en sommes-nous, selon vous, professeur? Où en sommes-nous, c'est une question pertinente qui nous incite à faire le parcours de ce que nous avons pu faire en ce qui concerne la construction économique de notre pays en termes d'équipement, en termes de production, en termes de consommation, en termes d'assainissement, parce qu'il faut gérer les déchets découlant de la production, de la consommation, mais aussi en termes de pouvoir d'achat, parce qu'il faut toujours relier le citoyen à la production et à la consommation. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le Bénin, depuis 1960, a été gouverné sans modèle formalisé, à part la période révolutionnaire où on était tenté de dire que nous étions dans une économie de type socialiste ou communisant. Mais il y a 3 éléments importants à ne pas oublier. C'est que de 1960 à 1971, on était dans un système économique de type un peu volontariste. Voilà des dirigeants qui n'avaient pas une grande base économique, mais qui avaient envie de faire quelque chose pour leur pays. Donc, ils ont choisi d'investir abondamment dans l'agriculture. Pour prolonger l'œuvre coloniale de développement et de l'agriculture via les sociétés d'intervention, les CFDT et bien d'autres. Et après cette période d'état volontariste, mais sans grande culture économique, nous avons connu l'état entrepreneur. Et ça, c'est sous la Révolution, où on a nationalisé une bonne partie du tissu économique. L'État créait et gérait des entreprises à caractère national et à caractère régional dans différents secteurs. Et après, nous avons connu l'État entrepôt, où le Bénin était un grand vivier, était un magasin de produits importés destinés à la réexportation vers le Nigeria et les pays de l'Interland. Et tout ce système d'État, d'État volontariste, État entrepreneur et État entrepôt, a fini par tuer le secteur primaire et a transformé notre pays en un État commerçant avec beaucoup de voyeurisme sur le plan économique. Alors, je retourne vers vous, professeur Dieudonné Ao. Est-ce que vous appréciez également la chose de cette façon?
Merci, monsieur le journaliste. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai écouté mon doyen Tometi. Et il a su vraiment décrire l'évolution politique du pays depuis le Dahomey 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et je dirais tout simplement que 58 ans, ça fait un bon bout de temps et pour peu de résultats. Peu de résultats en ce sens que en 1960, à l'indépendance, il faut dire que les dirigeants du Dahomey indépendant avaient hérité des pratiques économiques coloniales. Et qu'est-ce que ça veut dire en 1960? Voilà le colonisateur qui a dit « prenez l'indépendance », puisque les Dahoméens eux-mêmes n'avaient pas, à proprement parler, préparé leur indépendance. Et l'indépendance leur est tombée dessus comme si... Comme un cheveu dans la soupe. Soupe, tout simplement. Et donc, la gestion de l'indépendance était vraiment difficile. Et donc, de 1960 à 1961, pratiquement, les gens ont marqué le pas. Et donc, il a fallu 1961 au premier anniversaire pour que les dirigeants, le président Manga en l'occurrence, se réveillent pour dire il faut quand même conduire le pays. Il faut lui imprimer une vision, il faut lui... Et puis, un plan de développement économique. Et figurez-vous, le président Manga est allé chercher une société française pour venir élaborer le premier plan de développement. Donc, ce plan de développement a été juste un recopiage des plans de développement coloniaux. Et donc, de 60 jusqu'en 72, on a constaté que c'était le legs colonial qui a été pérennisé. Et donc, la structure économique du pays, le pays est resté exportateur de matières premières et agricoles et consommateur de produits manufacturés venant de l'Europe. Et cette structure économique ne peut pas, ça a continué jusqu'à aujourd'hui, mais ne peut pas permettre un véritable développement économique. La période 1972-1989-90 a tenté de rompre avec cette pratique économique coloniale et en créant un modèle qu'on a appelé le dirigisme économique. Donc, il fallait compter sur nos propres forces, il fallait compter sur nos propres ressources. Et donc, la structure qui a été mise en place était, comme l'a dit M. Tomé tout à l'heure, inscrite dans la vision socialiste du développement. Et dans ce cadre-là, vous allez constater que ça a évolué un peu. Le pays a connu une croissance économique qui a fleuré les deux chiffres, 9,8% de croissance jusqu'en 1981. Et à partir de 1982, on a commencé encore la marche à reculons parce que, entre-temps, d'autres facteurs exogènes sont entrés en jeu. Et puis, le régime a sombré en 1989 et le président Mathieu Kérékou a été obligé de faire appel aux institutions de Bretton Woods, le FMI et la Banque mondiale. 1990, on a été à la conférence nationale et puis on a fait l'option du libéralisme économique. Et de 1990 jusqu'à aujourd'hui, et c'est bien que le Bénin a été transformé en un État anthropo, puisque les activités principales du pays, c'est les activités de transit et de réexportation. Le Bénin importe et réexporte vers les pays de la sous-région. Bref, de 1960 jusqu'à aujourd'hui, la structure économique n'a pas changé. Donc, c'est une structure économique de type colonial. Le Dahomey, le Bénin aujourd'hui est resté dans sa droite ligne de pays exportateurs. Tenez-vous tranquille, de 2 ou 3 dérivés d'un même produit agricole. 1960-1975, l'économie de mon pays s'est essentiellement reposée sur le palmier à huile. Parce que la métropole française en a besoin, les pays européens en avaient besoin. De 1975 jusqu'à nos jours, le pays est resté, le Bénin est resté exportateur de coton. Donc, du coton fibre, du coton graine. Et puis, quand ça se passe comme ça,
j'avoue que le pays ne peut jamais se développer, puisqu'on exporte brut ce qu'on a produit sur place et on consomme les produits manufacturés qui nous reviennent plus chers. Et cette structure économique n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui. Alors, je vous ai tous religieusement suivis et vous avez divisé cette période de 58 ans en trois parties essentielles. Et à vous entendre, on a comme l'impression que la meilleure la meilleure période de ces 58 ans fut la période de 72 à 89 sous le général Mathieu Kérékou, ce que vous avez qualifié d'ailleurs, M. Haro, de dirigisme économique comme modèle économique. Alors, en ce temps, on parlait quand même d'un socialisme basé sur le marxisme-léninisme, mais aussi meilleur soit-elle, ce modèle s'est soldé aussi par un échec. Et avec à la clé une crise économique vers la fin des années 80. Mais qu'est-ce qui peut expliquer l'échec de ce dirigisme économique? C'est très simple. Aujourd'hui, nous avons des cadres diplômés dans différents ordres. Des économistes, des hommes d'affaires hautement qualifiés, des comptables hautement qualifiés, des administrateurs d'entreprises hautement qualifiés, des spécialistes de la communication économique. À l'époque, c'était des espèces rares, très rares. Ce qui fait que la plupart des entreprises qui avaient été nationalisées ou les entreprises qui avaient été créées à l'époque étaient dirigées par des gens à qualification perfectible. Il n'était pas rare de voir un instituteur, chef d'entreprise publique. Donc, durant cette période, nous avons connu beaucoup d'éléphants blancs. Vous vous souvenez de la maïserie de Boyko? Il y a une usine de transformation du tabac à Savet. Il y a une usine aussi de transformation de Kenaf. Toujours à Savet. C'est toujours les réalisations de la période révolution. Et beaucoup de fermes, parce qu'on avait imposé à toute entreprise publique et privée, quelle que soit sa localisation géographique, de créer des fermes. Parce que le régime révolutionnaire se préoccupait de l'autosuffisance alimentaire. Donc la priorité durant cette période, d'abord, c'est l'autosuffisance alimentaire. Deuxième priorité, fait de l'emploi public une source d'occupation des jeunes diplômés. Avec ça, c'est qu'on a flambé toutes les charges ou toutes les dépenses publiques. Donc, mauvaise gestion des entreprises parce que les gens nommés n'étaient pas qualifiés pour, c'est normal. Dans la fonction publique, on était en sureffectif dans tous les compartiments. Et n'oubliez pas une chose, durant cette période, le Bénin a reçu très peu d'aide extérieure. Très peu d'aide extérieure. Ce n'est pas comme à partir de 1991 avec la rente démocratique dont a bénéficié le président Soglo, ensuite les 2 mandats du président Kérékou, et ça continue jusqu'à maintenant. Donc, la révolution a fait des exploits en termes de réflexion sur la construction économique de notre pays, mais a commis la maladresse de ne pas investir dans la formation des ressources humaines pour pouvoir prendre en charge la gouvernance de ces entreprises. C'est ça qui a fabriqué les éléphants blancs. Pas que les gens à l'époque détournaient, comme on le voit, à partir de 1996. Parce qu'on a ouvert les vannes du détournement de deniers publics, la banalisation du gaspillage des deniers publics, l'immoralité dans la conduite des affaires publiques. On a ouvert cette vanne-là à partir de 1996, où vous allez voir, le port de Cotonou a été envahi par des transitaires peu ou pas qualifiés. Tout le monde devenait affairiste du port. Alors, par le port, on a introduit toutes les mauvaises pratiques en matière de business, qu'on a incorporées ensuite dans l'administration publique. Donc du port, on est rentré dans la privatisation de l'administration publique. Et ce qui fait que nous avons une administration à profil fortement privatisé. Donc
Ça a commencé à partir de 1996. Mais je dois avouer, en matière de prouesse économique, il faut saluer ce qui a été fait durant la Révolution, parce qu'il existait un patriotisme économique. Alors, à écouter le professeur Tovetti, l'échec vient quelque part aussi de la corruption. Merci, monsieur le journaliste. C'est exact ce que le professeur Tovetti a décrit. Et je pense que ce sont là les causes endogènes des difficultés économiques de la période. Mais moi, je voudrais ensuite, en plus de ce qu'il a énuméré, vous dire que le Bénin est un pays qui n'évolue pas en vase clos. Il subit des influences extérieures. Et donc, on ne pourrait pas comprendre l'évolution économique du Bénin, même depuis 1960 jusqu'à nos jours. On ne pourrait pas comprendre cette évolution si on ne relie pas le pays au reste du monde. Et donc, 1972-1989, c'est vrai, on a assisté au fonctionnement d'un État-providence, un État entrepreneur et un État qui a pris en charge tout le système économique. Mais il faut dire que à l'international, les chocs venant de l'extérieur ont une grande influence sur la croissance économique nationale. Et vous allez constater que de 1972 à 1982, le pays, en plus des facteurs qui ont favorisé la croissance économique dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est resté inégalé jusqu'à aujourd'hui, et facteurs dont M. Tovetti a parlé, il y a aussi l'environnement, le contexte économique international. 1973 déjà, il y a eu ce qu'on a appelé le premier choc pétrolier. Qu'est-ce que ça veut dire? En 1973, les pays producteurs du pétrole, les pays européens, que nous appelons les pays du Nord, sont des pays industrialisés. Leurs industries fonctionnent à base d'une matière première, d'un combustible qu'on appelle le pétrole, et qui est produit ailleurs. Donc, les pays producteurs du pétrole ont voulu, à partir de 1973, réajuster leurs recettes pétrolières à leurs dépenses en produits manufacturés. Et donc, en 1973, il y a eu le quadruplement du prix du baril du pétrole. Donc, le prix du baril de pétrole a été multiplié par 4. On est passé d'environ $15 à $60. Et donc, dans cet environnement, il y a eu des perdants et des gagnants. Les perdants, c'est les pays occidentaux industrialisés. Parce qu'il faut investir plus désormais pour avoir la même quantité de pétrole. Et les bénéficiaires, c'est les pays producteurs, dont le Nigeria qui est voisin du Bénin. Et donc, au cours de cette période, 1973 à 1979, ces pays producteurs ont rentabilisé leur production pétrolière. En 1979, il y a eu un deuxième réajustement du prix du baril à la hausse. Le prix qui a été multiplié par 4 en 1973 a été multiplié encore par 2 en 1979. Deuxième choc pétrolier. Et donc, ça a créé un véritable problème, une véritable crise économique pour les pays occidentaux développés. Et donc, ça a créé une situation de prospérité économique pour les pays producteurs. Et au cours de cette période, les différentes matières premières exportées avaient connu une flambée de prix. Donc, le phosphate produit par le Togo a été bien vendu à l'international. L'uranium du Niger a été aussi bien vendu. Et donc, le Bénin s'est retrouvé dans un environnement régional prospère. Et donc, les Nigérians qui ont abandonné l'agriculture, les Togolais qui ont abandonné l'agriculture, les Nigériens qui ont abandonné l'agriculture au profit du pétrole au Nigeria, du phosphate au Togo et de l'uranium au Niger, le cacao et le café en Côte d'Ivoire. Donc, ils ont
produit abondamment ces matières premières et il fallait quand même que les gens mangent. Et donc le Bénin produisait, la production vivrière béninoise avait été écoulée vers ces différentes régions au cours de cette période. Donc en plus des performances, on a créé sans fin sociétés industrielles et entreprises entre 1972 et 1982. Il y a des cadres compétents ou pas compétents qui ont été mis en œuvre. Il y a tout le patriotisme qui s'en est et qui a entouré la chose. Mais il y a eu aussi l'environnement régional et international qui a favorisé cette croissance économique. 1982, déjà, les pays européens industrialisés qui étaient dans cette crise pétrolière ont trouvé de nouvelles solutions pour juguler la crise. Donc il fallait remplacer, ils ont trouvé de nouvelles matières premières pour remplacer le pétrole. Du gaz. Et donc du gaz, l'énergie solaire, l'énergie hydroélectrique pour remplacer le pétrole. Et donc la conséquence, c'est que le prix du pétrole a commencé par chuter à partir de 1982 et donc on a assisté à un contre-choc pétrolier dont les conséquences ont embrasé les pays africains, et donc dont le Bénin, le Togo, le Nigeria et autres à partir des années 82-83. Donc la crise qui était une crise européenne entre 1973 et 1982, cette crise est devenue africaine et mondiale à partir de 1983. Et donc les conséquences de cette crise-là ont été suffisamment ressenties chez nous au Bénin ici, parce que le Nigeria a perdu la manne pétrolière, et la Côte d'Ivoire n'a plus trouvé de... Ce que vous voulez dire, c'est que cette crise mondiale a décimé quelque part un impact négatif sur l'économie nationale. Et ajouté à ça, la corruption, et le professeur Tometti a dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas... la corruption n'était pas à grande échelle, mais il y en avait quand même. Des militaires, dirigeants d'entreprises étaient corrompus. Des gens ont vendu et ils ont pillé les caisses de l'État, qu'on le veuille ou pas. Et donc, tous ces facteurs mis ensemble ont conduit à la crise de 1900 qui a commencé par se faire sentir en 1986. Le Bénin ne pouvait plus recruter dans la fonction publique. Il y a eu gel de recrutement dans la fonction publique à partir de 1986. 87-88, le gouvernement était dans l'incapacité de payer les salaires aux fonctionnaires. Et puis la crise s'est généralisée en 89. Et puis le président Mathieu Kérékou a été obligé de tendre la main aux institutions internationales, le FMI et la Banque mondiale. Voilà. Professeur Tometti, je vous ai vu hocher la tête. Vous avez certainement quelque chose à ajouter? Disons, j'acquiesçais tout ce qu'il disait, parce qu'il a fait un bon exercice d'histoire économique du Bénin. Mais en fait, est-ce que le Bénin a une capacité de résistance aux chocs économiques externes? Non. On n'a rien construit pour renforcer notre capacité de résistance interne et de résistance par rapport aux vulnérabilités des pays voisins. Je prends le cas du Nigeria. Le Nigeria est en train de construire une agriculture à un niveau d'intensification tel qu'il n'a plus besoin des produits vivriers venant du Bénin. Et d'ici à 5 ans, nous serons encore surpris par ça. Vous regardez le Mali. Le Mali a un potentiel hydro-agricole énorme. Le Mali seul peut nourrir toute l'Afrique de l'Ouest. Ça, les gens ne le savent pas. Ils ne regardent le Mali qu'à travers le désert. Mais c'est faux. En dehors de ça, c'est que nous avons un pays voisin qui s'appelle le Niger, qui tous les 2 ans est confronté à des problèmes d'insécurité alimentaire du fait de la rareté des pluies. Le Bénin est incapable de nourrir le Niger. Normalement, notre objectif économique devrait être de dire on va nourrir les Béninois, on va nourrir abondamment les Nigériens. Mais qu'est-ce que les Nigériens aiment manger? C'est de la géoéconomie, ça, de proximité. Qu'est-ce que les Nigériens ont besoin comme produit qu'on peut leur préparer à partir des terres, des écosystèmes du Bénin? Aucune réflexion par rapport à ça. En dehors de ça, vous voyez, quand nous on préparait nos mémoires d'ingénieurs il y a une 30aine d'années maintenant,
Moi, j'ai travaillé sur la technologie céréalière quand j'étais étudiant au Sénégal. Sur le maïs seul, aux États-Unis, au début des années 80, il y avait plus de 1000 produits dérivés du maïs. Sur la même période, j'ai fait une enquête au Bénin, à peine on dénombrait une vingtaine. Imaginez-vous si on arrivait à investir dans la technologie pour dire on va domestiquer un certain nombre de chaînes de valeur sur le maïs, l'ananas, le haricot, et notre adoé là, adoé. Tout ça, on peut en fabriquer de façon manufacturée. Le maï-maï, c'est des choses qu'on peut... Mais vous n'avez pas ça. Donc, nous avons un retard technologique qui est dû au fait qu'on a raté un rendez-vous avec l'histoire. C'était à l'AFIA 2025, qui avait été conçu en 2000, dont l'objectif était de projeter le Bénin de demain, le Béninois de demain. Mais une fois conceptualisé, tout ça, ça a été dans les tiroirs. Ce que vous voulez dire, professeur, c'est que le Bénin ne sait pas souvent profiter de son environnement immédiat. Absolument, le Bénin ne sait pas profiter de son environnement immédiat et c'est ça la solution pour le décollage économique. Parce que là, et jusqu'à aujourd'hui, le Bénin est resté, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la logique coloniale. Exporter les dérivés d'une seule culture, d'une seule culture. Le coton, essentiellement. Et donc, le palmier étant mort déjà. La diversification agricole pose problème. Et donc, pour aller aux solutions, il faut forcément revoir le chemin inverse et penser à valoriser la production vivrière et puis à réorienter les circuits commerciaux. L'axe nord-sud, il faut pouvoir rompre avec et penser à développer des circuits sur des axes sud-sud, voir les besoins des pays et de la sous-région en termes de produits agricoles et voir un peu ce qu'il faut du point de vue conditions climatiques, pédologiques et autres, ce que le Bénin peut offrir aux pays de la sous-région et inversement. Et donc là, tant que le Bénin ne va pas aller dans ce sens, on aura tout beau faire de développer le coton et le coton seul ne pourra pas permettre à notre économie d'avoir une bonne croissance économique. On a également un problème d'anticipation, quelque part, professeur. Non, mais ça, c'est le mal béninois. C'est-à-dire que pour anticiper, il faut développer des modèles. C'est dans les modèles que vous allez réfléchir sur le devenir d'une nation, dans chaque secteur. Mais on n'a pas modélisé le développement depuis 60. Donc, tout le débat que nous faisons, et dans d'autres espaces, c'est de retourner encore à la case de départ. De quel type de Bénin rêvons-nous? De quel type de Béninois rêvons-nous? De quel type d'économie rêvons-nous? Et sur la base de ça, on s'organise pour dire qu'est-ce que l'éducation nationale peut offrir pour une inversion de tendance. Quand on a posé aussi cette question, est-ce que nous avons les enseignants qu'il faut pour produire l'entrepreneur d'aujourd'hui et de demain? Vous voyez, donc les réformes dont on parle aujourd'hui et même hier me posent problème. C'est que les réformes au Bénin ici sont conçues sur un schéma de quinquennat d'un président de la République. C'est ponctuel. C'est ponctuel. Donc nous sommes tout le temps dans un système de succession des ruptures. Chaque fois quelqu'un vient, on ne capitalise rien. On rebelote à chaque fois. On dit ce que l'autre a fait, son modèle n'est pas bon alors qu'on n'a pas de modèle. Donc il faudrait cette fois-ci qu'on s'arrête et dire on veut produire le Béninois de type nouveau à l'échelle de 30 ans. Donc il nous faut une révolution culturelle. Alors, quand on a dit ça, quel type d'administration il nous faut? Ce n'est pas une affaire de précipitation. Donc toutes les réformes dans ce pays sont des réformes qui sont conçues dans des logiques d'urgence, de précipitation, d'exclusion, d'humiliation, de la négation, même de l'écoute. Non, la pensée unique ne fait jamais une réforme de qualité. Et parfois, c'est dans le choc des idées, dans le choc des réflexions, qu'on arrive à concevoir de bonnes réformes. Donc, sans la démocratisation de la réflexion sur les réformes, le Bénin, tous les 5 ans, sera toujours en train de démolir ce que quelqu'un a commencé. Bon, voilà, de démolition en démolition, on n'aura jamais la performance économique dont on rêve.
Voilà. Alors, le professeur l'a souligné tout à l'heure, Bénin Alafia 2025, voilà un document autour duquel on a fait quand même l'effort de faire des enquêtes, des études auprès des populations à la base, et des bonnes choses ont été recommandées, mais aujourd'hui, ce document se retrouve dans les tiroirs. À la poubelle. À la poubelle. La poubelle de l'histoire. N'est-ce pas trop dit, professeur? Voilà, ce document aujourd'hui pourrait constituer pour ce pays, je ne l'exagère pas, une bible de développement. Non, le socle des réformes. Absolument, le socle des réformes. Et moi, je trouve que Bénin Alafia 2025 est un document qui, au-delà de ce qu'il est mis dans les tiroirs, est un document qu'il faut revisiter. Revisiter et corriger en fonction des nouvelles tendances, des évolutions actuelles. Et il faut dire que ce qui se passe, si on a rangé Bénin Alafia 2025 au tiroir, c'est juste la politique politicienne que nous avons hérité de la période coloniale. Les différents gouvernements, les différents dirigeants qui se sont succédés jusqu'à aujourd'hui n'ont pas une vision claire du développement de ce pays. Et la vision, elle est quinquennale, comme il a dit tout à l'heure. Et puis, les gens sont plus motivés par le fauteuil présidentiel. La politique politicienne, tu es là, moi je n'ai pas réussi. Donc tu ne réussis pas aussi. Donc toi aussi tu ne vas pas réussir. Et puis on est dans ce jeu de tacle permanent. Et puis on ne regarde pas ce que le pays peut tirer comme profit à long terme du développement. Donc ce pays, et je salue au passage les réformes entreprises actuellement, et on a parlé de la rupture et du nouveau départ. Effectivement, c'est ce qu'il nous faut pour que ce pays décolle. Et il va falloir un consensus national autour de cette terminologie-là, de ces deux thèmes. Il va falloir que le Béninois rompe avec les habitudes du passé et qu'on prenne véritablement un nouveau départ autour d'un projet de société audacieux et réaliste. Et donc, cesser, mettre fin à la politique politicienne et envisager le développement à long terme pour le Bénin du futur. Vous avez dit deux mots, audacieux et réaliste. L'audace et le réalisme, ce sont ces deux facteurs qui ont manqué à nos gouvernements ces 58 dernières années. Ces deux facteurs qui ont manqué à nos différents gouvernements. Parce que si vous visitez l'histoire, l'évolution économique de ce pays, vous allez constater qu'il y a eu des virages manqués. 1972, par exemple, c'était un bon départ. Et puis les structures ont été mises en place, les piliers du développement économique ont été mis en place, mais on a raté le virage, on a raté le coach par la suite, et puis le Bénin est retombé dans l'ancien système. Et il faut dire que nous sommes dans un environnement, et l'ancien colonisateur ne reste pas aussi indifférent. Donc il y a des chocs extérieurs qui empêchent le pays de se développer, parce que les autres ont besoin évidemment des matières premières. Pendant la période coloniale, il a été dit clairement que les colonies devraient être surveillées comme du lait sur le feu pour les empêcher de s'industrialiser. Et ce regard est resté jusqu'à nos jours. Et donc, sans les industries, mais on ne peut pas valoriser nos ressources sans qu'il y ait un tissu industriel bien développé et qui soit nourri des matières premières agricoles, minières et nationales, mais on ne saurait jamais aller au développement. Donc c'est un faisceau de facteurs qui empêchent le pays de décoller. Et donc nous devrions, comme l'a dit le professeur tout à l'heure, nous devrions nous mobiliser autour de ces questions qui sont des questions nationales. Voilà. Alors, professeur, à partir de 90, il y a eu le PAS, programme d'ajustement structurel. Quelque chose qui n'a pas forcément aidé le pays. C'est à cause des mesures de dégression de la fonction publique.
de fermeture d'un certain nombre d'entreprises ou de dénationalisation de certaines entreprises. Mais pour moi, l'échec du PASS était dû à nous-mêmes. Parce que si on avait créé un tissu économique privé assez étendu, pouvant absorber toutes ces personnes qui ont fait des expériences dans des entreprises, dans des administrations, on n'allait pas se plaindre du PASS. Il faut reconnaître une vérité. On vivait effectivement au-dessus de nos moyens. On recrutait politiquement les gens dans l'administration publique à qui on versait des salaires sans en retour le travail de qualité équivalent. Mais le même système s'est prolongé jusqu'à l'heure où je vous parle. Regardez le Parlement. Vous ne voyez plus au Parlement béninois un courant idéologique à qui vous pouvez attribuer une philosophie économique. Il n'y en a pas. Deuxième chose, vous ne voyez plus la ligne de démarcation entre le milieu politique et le milieu administratif et le milieu du business. Alors vous avez une interprétation du politique et du monde des affaires, et les hommes d'affaires, souvent de qualité que tout le monde connaît, mais très perfectible en termes de moralité et d'éthique, qui prennent d'assaut le Parlement. Avec ce type de Parlement, vous aurez quel type de contrôle de l'action gouvernementale? Vous aurez quel type de modélisation politique, de modélisation économique? Quand les gens sont là pour subir les choix d'un gouvernement, eux-mêmes ne sont pas des gens respectables. Vous voulez construire quel type de développement avec ces gens-là? Le vrai problème aujourd'hui n'est pas un problème d'ordre économique. On a trop facilement dit à la conférence nationale, ils n'ont traité que des questions politiques. Mais aujourd'hui, c'est toujours la question politique qui fait que la question économique est maltraitée. On doit démolir le système politique d'aujourd'hui et repenser le système économique qu'il faut à partir d'une vision politique qu'il faut formaliser cette fois-ci. Aujourd'hui, nous sommes dans un système ultralibéral qui n'est formalisé dans aucun document. On le subit à travers ce qu'on appelle le partenariat public-privé. On le subit à travers la préférence des entreprises étrangères par rapport à la préférence nationale, parce que la préférence nationale est un choix économique, un choix politique, un choix social. Donc, on ne peut pas être dans un tel schéma où tout le monde s'embrouille, où on n'a pas de lisibilité sur le système politique actuel, le système économique actuel. Comment peut-on avoir de la visibilité sur l'avenir? On n'a aucune visibilité. Monsieur Haro, vous avez aussi la même vision. Le programme d'ajustement structurel n'a pas marché pour un pays comme le Bénin, juste à cause des mentalités, des types de visions qui existaient? Absolument. Et les passes que le Bénin a signées de 1989 à 1997-98, par là, 3 passes, et avait essentiellement pour rôle de remettre le pays sur les rails économiques. Donc, quand vous allez voir qu'à la fin du 3e passe, les équilibres macroéconomiques ont été réalisés. Et donc, le Bénin a été mis sur les rails, et pour qu'il continue de jouer le rôle qu'il a occupé depuis 1960 dans la division internationale du travail. Et donc, pour le Bénin, c'est un échec, mais pour les financeurs de ces programmes, c'est une réussite. Parce que là, un échec pour les Béninois, parce que les conséquences sociales sont désastreuses. Départ volontaire, départ ciblé, tous ces mots-là vous disent quelque chose. C'est un échec parce que ça n'a pas toujours permis aux Béninois de développer un modèle national, un modèle de développement économique national. Ça n'a pas permis au Bénin d'avoir une vision politique à long terme. Ça n'a pas permis au Bénin de construire, d'avoir un projet de société qui puisse mobiliser toutes les forces vives de la nation. Mais ça a été une réussite pour les partenaires techniques et financiers
tout simplement parce que le Bénin a remis sur les rails, a retrouvé sa santé économique qui lui permet de jouer son rôle sur l'échiquier politique international et sur le marché économique international. Alors, les réalités sont là. 58 ans après, le pays continue d'être non seulement un grenier de matières premières agricoles, mais aussi un marché d'écoulement des produits finis pour son ancienne métropole. 58 ans plus tard, le pays reste dépendant de l'aide publique au développement. 58 ans plus tard, 90% de la population active béninoise travaille dans l'informel. 58 ans plus tard, le taux de pauvreté est estimé à plus de 40%. 58 ans plus tard, professeur, le pays reste dépendant de son géant voisin, le Nigeria, sans pour autant en tirer les meilleurs avantages pour l'ensemble de sa population. Finalement, quel modèle de développement économique il nous faut enfin pour sortir de l'engrenage? Oui. Quel modèle de développement? Tout part de l'éducation nationale. Tout part de l'éducation nationale. Vous voulez produire quel type de citoyen béninois, pour quel type de Bénin, pour consommer quel type de produit. Lorsque vous avez répondu à ces questions, maintenant vous avez une autre question qui s'y ajoute. Quel modèle économique? Passant par l'artisanat ou l'industrie, et quel type d'industrialisation? Alors, c'est pas en l'air que ça se répond, ça. Vous regardez l'écosystème, les différents écosystèmes du pays. Et l'extraordinaire du paradoxe du Bénin, c'est que le Bénin est un pays d'eau, du sud au nord, depuis l'océan Atlantique jusqu'au Niger, jusqu'au fleuve Niger. Vous avez pas mal de cours d'eau. Mais travaillons la maîtrise de l'eau. Faisons de l'eau la première richesse nationale de ce pays. Vous voyez l'eau salée, l'eau douce. L'eau douce. On a toutes les formes d'eau. En dehors de ça, nous avons de l'eau souterraine. D'abord, la première richesse pour moi, dans un pays d'eau, c'est d'abord de faire de l'eau une civilisation économique. Deuxième chose, ce pays n'est pas peuplé de paresseux. Le Béninois aime travailler, mais il faut lui créer un minimum de conditions. On voit le Béninois quand il sort du Bénin. Tout le monde apprécie sa capacité de travail, son ingéniosité. Ça veut dire que le Béninois n'est pas un homme qui est trop gourmand. Il faut lui créer un minimum de conditions sur le plan technologique, sur le plan de la formation et aussi l'exemplarité des chefs. Vous allez voir, ce pays va se transformer. Dernier point pour moi, le modèle des modèles, c'est la décentralisation. Il faut territorialiser l'espérance économique. C'est dans les communes, dans chaque commune, qu'il faut créer la richesse locale pour monter en puissance la richesse nationale. Mais il se trouve que nous sommes dans un pays où tout se centralise, tout se présidentialise, et du coup, on affaiblit les territoires au détriment d'un modèle institutionnel hautement percé, éloigné des populations. Non, dans chaque commune, maintenant, il faut travailler sur les potentialités naturelles, les différents corps de métiers qu'on peut valoriser dans le milieu et détecter les talents et les mettre sur orbite. C'est comme ça qu'on commence par créer la richesse. Donc, commençons par l'artisanat dans toutes les communes. Deuxième étape, on passe à l'industrialisation. Tout ceci, dans l'espace de 30 ans, le Bénin va surprendre. J'y crois. Monsieur Haro, vous pensez également qu'il faut partir de la valorisation du capital humain, la formation, avant tout? Absolument, il faut valoriser le capital humain, mais je dis avant tout, il faut d'abord une boussole. Une boussole, la vision du développement. Et la vision ne se décrète pas. La vision ne se proclame pas. Il faut des documents, il faut élaborer un projet de société perspective à long terme qui soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, audacieux et réaliste. Et donc, il faut rompre avec la structure économique. Ça, c'est important. Important en ce sens que cette structure économique-là, adoptée
dans son modèle, son fonctionnement et ses finalités. Depuis 1960, cette structure, elle est productrice de la pauvreté. Donc la pauvreté n'est pas une fatalité. En quoi elle produit la pauvreté? Elle produit la pauvreté tout simplement parce que la richesse nationale est transvasée, est évacuée vers un système économique monde dont le pôle centralisateur est ailleurs. Et donc, tant que ce système n'est pas revu, tant que ce système n'est pas changé au profit d'un système qui puisse permettre au pays de s'industrialiser et de pouvoir valoriser ses propres ressources, et l'industrialisation, la valorisation des ressources et autres passe par l'éducation, passe par l'identification de ces ressources-là, passe par leur valorisation et leur valorisation régionale. Il faut pouvoir susciter dans chacune de nos localités une expertise pour identifier ces différentes ressources. Et puis, on ne va pas passer au développement par le haut. Il faut commencer par le bas, identifier les valeurs à la base, et puis, comme l'a dit M. Thomas tout à l'heure, endogénéiser le développement. Professeur Thomas, nous sommes à la fin de cette émission. Un dernier mot avant de clôturer. Mais je suis peiné de dire que 58 ans d'indépendance, à peine sur les 11 millions que nous sommes, vous allez compter 100 Béninois indépendants. Deuxième vérité, c'est que 58 ans d'indépendance, le bilan, c'est que la politique est devenue le premier corps de métier et la première source d'enrichissement facile, illicite. Donc, il faut mettre chacun à sa place désormais. Vous voulez faire des affaires, vous restez dans le domaine des affaires. Vous voulez faire la politique, vous restez politicien. Vous voulez être agent de l'État, restez agent de l'État. Donc, que chacun reste à sa place. Et une fois de plus, j'insiste, faisons parler les territoires. L'avenir du Bénin se trouve dans la décentralisation et dans la domestication des chaînes de valeur par le développement de l'artisanat et l'industrialisation. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Simon Narcisse Tometi, géographe institutionnaliste, territorialiste du développement. Dieudonné Ao, spécialiste de l'histoire économique et sociale. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Ravi d'avoir été une fois encore à votre compagnie. Vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.